Rendez-vous ce week-end sur Public Sénat. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, en présence de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, qui a été reconduite dans ses fonctions. Hier, ce projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale par 179 voix pour, contre 117. Mais jusqu'au bout, ce texte aura fait l'objet d'intenses débats. Hier, le gouvernement a déposé un amendement de dernière minute pour tenter de revenir sur la question de la gouvernance de l'hôpital. Cet amendement a finalement été rejeté. Cet après-midi, ce texte devrait être adopté définitivement après un ultime vote des sénateurs. Bon après-midi à tous sur Public Sénat. L'ordre du jour appelle maintenant la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et au territoire. Dans la discussion générale, la parole est à notre collègue Alain Milon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, tout d'abord, Madame la Ministre, permettez-moi de saluer votre nomination au poste que vous teniez déjà et de vous dire combien je suis heureux, à titre personnel, de pouvoir continuer de travailler avec vous. Mes chers collègues, à l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue mardi dernier, 16 juin au Sénat, nous arrivons aujourd'hui à la dernière étape de la discussion de ce projet de loi HPST. Le président, Nicolas About, a pu dire que ce projet de loi avait été celui de tous les records. La liste de ces records n'était pas close, car il est sans doute inédit qu'un rapport de CMP dépasse les 450 pages. Mais au-delà des records, au-delà des statistiques, l'important, mes chers collègues, est que cette longue histoire finisse bien. La Commission des affaires sociales se félicite donc que la commission mixte paritaire ait pu parvenir à un texte commun sur les 127 articles encore en discussion, parmi lesquels figuraient les plus importantes dispositions du projet de loi. Je crois pouvoir dire aussi que ces travaux ont été de grande qualité et se sont déroulés dans un climat très constructif, ce qui est pour nous, comme pour nos collègues députés, un motif de satisfaction supplémentaire. Nous sommes aussi heureux, pourquoi ne pas le dire, que le Sénat ait apporté à ce texte des contributions significatives qui, sur de très nombreux points, ont été entérinées par la CMP. Au titre premier, relatif aux établissements de santé et aux missions de service public, la CMP a apporté des aménagements rédactionnels de précision ou de coordination qui n'ont pas remis en cause l'économie du texte adopté par le Sénat. Je voudrais souligner, Madame la Ministre, le souci commun des deux assemblées de définir à cet article la notion nouvelle d'ESPIC, établissement de santé privé d'intérêt collectif, dont la CMP a prévu, en retenant le texte du Sénat, qu'il pourrait conclure des accords avec un établissement public ou une communauté hospitalière de territoire, les associant à la réalisation de missions de service public. Sur le même sujet, il me paraît également très positif que nous ayons pu nous accorder à l'article 28 du titre 4, j'anticipe un peu, sur une rédaction permettant, comme l'avait souhaité le Sénat, de conférer le statut d'ESPIC à des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. L'article 3 bis, qui peut permettre d'imposer une clause de non-concurrence aux praticiens hospitaliers à titre permanent, avait été adopté par le Sénat contre l'avis du gouvernement, du président de la Commission et du rapporteur de la Commission des affaires sociales. Il a fait l'objet d'un long débat en commission mixte paritaire. Celle-ci a finalement décidé de le maintenir, mais en adoptant un amendement présenté par notre collègue député Jean Leonetti. Elle en a restreint le champ d'application aux praticiens ayant exercé plus de 5 ans dans le même établissement.
En ce qui concerne la gouvernance de l'hôpital public, la CMP a largement confirmé les dispositions adoptées par le Sénat pour fonder son efficacité, comme le proposait le rapport Larcher, sur un meilleur équilibre entre les instances gouvernantes et entre pouvoirs administratifs et médicaux. À l'article 5, elle a toutefois, revenant sur ce point au texte de l'Assemblée nationale, prévu que le président du conseil de surveillance serait désigné soit parmi les membres du collège des élus, soit parmi ceux du collège des personnalités qualifiées. Cette solution, Madame la Ministre, avait, nous le savons, la préférence du gouvernement. D'excellents arguments ont été invoqués à l'appui des chars respectifs des deux assemblées et je ne discuterai pas celui de la commission mixte paritaire. Je rappellerai cependant, comme le fait au cours du débat en CMP plusieurs de nos collègues, que les élus sont souvent les moteurs de la modernisation des hôpitaux locaux et toujours les acteurs essentiels de la lutte contre les inégalités territoriales en matière d'accès aux soins. La CMP n'a en revanche pas modifié la définition renforcée par le Sénat des compétences du Conseil de surveillance. À l'article 6, relatif aux directeurs et aux directoires, elle a partagé le souci du Sénat de favoriser la coopération et le dialogue entre les médecins et l'administration. Vous avez cependant modifié son texte sur un point en présentant à l'Assemblée nationale un amendement à nos conclusions. La commission mixte paritaire, suivant le Sénat et conformément d'ailleurs à l'esprit du texte du projet de loi, avait en effet exprimé clairement que certaines décisions du directeur devraient être précédées de la consultation du directoire. Vous avez préféré que le texte prévoie seulement que ces décisions seront prises après concertation avec le directoire. Nous le regrettons un peu. D'abord parce que cette expression est imprécise et parce qu'il serait malaisé de contrôler le respect de cette formalité. Mais surtout, cette rédaction, Madame la Ministre, restreint à nos yeux la portée des dispositions que nous avions adoptées à votre initiative pour donner dans le directoire des CHU, comme le souhaitait la commission Marescot, leur juste place aux autorités responsables de la formation et de la recherche. Le président de la CME élaborera avec le directeur le projet médical et coordonnera, comme nous l'avions souhaité, la politique médicale de l'établissement. La définition des compétences du directoire reste celle qui résultait du texte du Sénat. Cette instance approuve le projet médical, prépare le projet d'établissement et conseille le directeur sur la gestion et la conduite de l'établissement. La CMP a maintenu l'ensemble des mesures que le Sénat avait adoptées pour introduire plus de collégialité dans la gouvernance des établissements de santé en impliquant davantage le président de la CME dans le processus de contractualisation interne. Celle-ci se prononcera sur l'organisation de l'établissement en pôle d'activité définis par le directeur. Il participera à la nomination des chefs de pôle en présentant une liste de noms au directeur. Il émettra un avis sur les contrats de pôle afin de vérifier leur cohérence avec le projet médical. La CMP a également retenu que les pôles pourront comporter des structures internes, unités fonctionnelles, services, et que leur gestion devra s'effectuer dans le respect des missions propres à ces structures. Elle n'est pas revenue sur le fond de l'article 12 relatif aux communautés hospitalières de territoire dont le Sénat avait souhaité que la rédaction corresponde à la philosophie du rapport Larcher. Elle a toutefois prévu la possibilité d'imposer des transferts de personnel entre établissements partis à une convention de CHT. Le Sénat avait estimé que ces transferts pourraient être négociés et consentis. Nous souhaitons que, dans le fait, cela soit le plus souvent le cas. Notre commission des affaires sociales espère, mes chers collègues, que la CHT ainsi conçue deviendra un outil nouveau permettant des réorganisations territoriales de l'offre de soins fondées sur un projet médical élaboré et réalisé par tous les acteurs locaux et permettant aussi l'instauration d'un réel dialogue entre les élus, les professionnels de santé et l'administration. Les dispositions de l'article 13 relatif au groupement de coopération sanitaire
et à la coordination par l'ARS de l'évolution du système hospitalier ont également été adoptés dans le texte du Sénat sous réserve d'ajustements rédactionnels et d'une précision utile adoptée à l'initiative de Jean-Marie Rolland qui ouvre aux syndicats interhospitaliers la faculté de se transformer en groupement d'intérêt public, une fois seulement. Sous le titre 2 du projet de loi relatif à l'accès de tous à des soins de qualité, la commission mixte paritaire a pour l'essentiel adopté le texte du Sénat. Elle a confirmé les progrès accomplis au Sénat en matière de délégation de tâches et de santé des femmes, qui passent par un renforcement du statut des sages-femmes et l'intégration de leur formation à l'université. À l'initiative du groupe CRCSPG, la CMP a également décidé de permettre, à titre expérimental, la primo-délivrance des contraceptifs oraux par les pharmaciens. Elle a entériné le dispositif de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisée adopté par le Sénat et attendu par de nombreux praticiens. Sur les dispositions largement consensuelles concernant la rénovation des ordres médicaux et paramédicaux, la commission mixte paritaire, suivant le Sénat, a supprimé le seuil démographique imposé pour la création de conseils départementaux des ordres des infirmiers et masseurs kinésithérapeutes. À l'initiative d'Yves Bure, de Jean-Pierre Door, de Jean-Luc Préel, elle a adopté à l'article 17 ter un amendement sous-amendé par François Autain incitant à la négociation d'ici au 15 octobre prochain d'une convention permettant d'encadrer la pratique du secteur optionnel cher à notre collègue Alain Vasselle. À défaut d'un accord dans ce délai, sans doute un peu bref, pour régler une question aussi complexe, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pourra modifier les dispositions de la Convention nationale des médecins généralistes et spécialistes. Cette disposition, mes chers collègues, peut constituer un signal à destination des professionnels sur les dépassements d'honoraires. Cependant, il me semble que la question de la revalorisation des actes doit d'abord être abordée pour reconnaître la reconnaissance réelle des actes médicaux. Sur la question sensible des discriminations dans l'accès aux soins, la CMP a précisé les délais dans lesquels les refus de soins pourront être sanctionnés par les caisses primaires d'assurance maladie et, revenant sur ce dernier point au texte de l'Assemblée nationale, les mesures de publicité de ces sanctions. Il convient de lutter contre les comportements contraires à la déontologie professionnelle. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont clairement œuvré dans le même sens pour clarifier la procédure et rendre le système de sanctions plus efficace. Enfin, la CMP a partagé le souci de transparence qui avait conduit le Sénat à rendre obligatoire l'information des patients sur le coût d'achat des prothèses et leur lieu de fabrication. Elle a aussi retenu les dispositions que nous avions prévues pour assurer la continuité des soins aux malades sortant de l'hôpital. J'en arrive au titre 3 consacré à la santé. Nous avons cherché à resserrer son contenu sur les dispositions les plus novatrices du texte et celles touchant à l'organisation de notre système de santé. Les autres sujets pourront être renvoyés au projet de loi sur la santé publique et sur la santé mentale que vous nous avez annoncé, Madame la Ministre. Nous avons cependant maintenu certaines dispositions s'inscrivant dans le cadre du plan cancer ou de nature sociale, comme la possibilité d'acheter des fruits et légumes avec les tickets restaurant. Sur le volet alcool, nous sommes revenus, après un débat approfondi, à l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale. Sur l'éducation thérapeutique du patient, la CMP a approuvé le dispositif de financement adopté par le Sénat. Nous porterons une particulière attention au futur rapport sur les possibilités de passage à un financement public des associations. Sur la nutrition et la lutte contre l'obésité, la commission mixte paritaire a suivi le Sénat et a maintenu la suppression des articles introduits par l'Assemblée nationale, hormis l'article 25 des siès, qui insère dans le Code de santé publique un livre consacré aux troubles du comportement
alimentaire sans aborder le vrai sujet de la nutrition. Le titre 4, relatif à l'organisation territoriale du système de santé, avait été substantiellement amendé par notre Assemblée. En ce qui concerne les agences régionales de santé et la détermination des responsabilités nationales et régionales en matière de gestion du risque, il nous paraît important que la commission mixte paritaire ait adopté dans le texte du Sénat les dispositions de l'article 26B prévoyant la conclusion entre l'État et l'UNCAM de contrats pluriannuels définissant les objectifs de politique nationale de gestion du risque, comme celle de l'article 26 donnant latitude aux ARS pour arrêter les actions régionales en matière de gestion du risque. Le texte de la CMP ne remet pas non plus en cause le parti pris par le Sénat de clarifier et d'alléger la rédaction de certaines dispositions de l'article 26 et de souligner que la politique de santé est une politique nationale dont les ARS permettront l'application déconcentrée et l'adaptation aux spécificités régionales et territoriales. Après un large débat, la CMP a cependant repris, à l'initiative de nos collègues députés, une disposition du texte de l'Assemblée nationale permettant de confier à titre expérimental, Monsieur le Président, la présidence du Conseil de surveillance de certaines ARS à une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la Santé. Nous avons aussi, répondant aux souhaits communs du rapporteur pour l'Assemblée nationale et des sénateurs socialistes, réintroduit la mention des observatoires régionaux de la santé. Enfin, la CMP a maintenu le texte du Sénat en ce qui concerne la consultation sur le projet régional de santé des représentants des collectivités territoriales et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, ainsi que la liberté pour les collectivités territoriales d'accorder des subventions aux services de santé. Sur l'article 27, relatif à la représentation des professionnels de santé libéraux, alors que le Sénat avait prévu de regrouper les électeurs des unions régionales de médecins en collèges sans en préciser le nombre, la commission mixte paritaire a préféré revenir à la répartition en 3 collèges prévue par l'Assemblée nationale. Un dernier mot, pour finir, sur les apports de notre Assemblée au volet médico-social, qui ont été maintenus par la CMP. J'ai déjà évoqué les ESPIC médico-sociaux, je mentionnerai aussi l'intégration dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les établissements médico-sociaux d'objectifs de qualité de prise en charge. La garantie, dans le cahier des charges, de l'appel à projets, de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes dépendantes. La possibilité, dans le cadre de l'aide aux actes de la vie courante, d'apporter une aide à la prise de médicaments. La CMP a en revanche estimé que l'instauration, en cas de grève, d'un service minimum dans les établissements médico-sociaux ne pouvait être imposée par la loi sans concertation préalable. Nous nous sommes ralliés au point de vue de nos collègues députés et avons adopté un amendement prévoyant, Madame la Ministre, que le gouvernement remettrait au Parlement avant le 30 juin 2010 un rapport relatif à la mise en œuvre, au regard des contraintes constitutionnelles, d'un service minimum dans le secteur médico-social. Mes chers collègues, au moment de conclure ce long travail, je voudrais vous remercier tous. Ouais, encore. Au moins tous ceux qui ont travaillé. Vous remerciez tous et vous êtes nombreux à avoir participé au débat, particulièrement évidemment les membres de notre commission et tout particulièrement, si vous me le permettez, notre président Nicolas About. Je rends également hommage aux présidents de séance qui, pendant de longues heures, ont dirigé ces débats. Je voudrais aussi, Madame la Ministre, vous dire notre gratitude pour votre écoute et l'excellent climat dans lequel nous avons travaillé avec vous. Je vous demande donc, mes chers collègues, au nom de la Commission des affaires sociales, d'adopter le projet de loi dans le texte issu des travaux de la Commission mixte paritaire. Merci, Monsieur le rapporteur. Permettez-moi, au nom du Sénat, de vous féliciter et de vous remercier pour l'importance du travail que vous avez accompli comme rapporteur tout au long de ce texte, d'y associer le président
de la Commission et l'ensemble des membres de la Commission, mais je l'élargirai à l'ensemble de ceux qui sont les collaborateurs de la Commission pendant toute cette période. La parole est maintenant à Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports. Monsieur le Président, cher Gérard Larcher, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, cher Nicolas About, Monsieur le rapporteur, cher Alain Milon, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je ne peux pas vous cacher en ce jour ma joie de vous retrouver. Et c'est avec une très grande fierté que je vous retrouve donc aujourd'hui pour achever l'examen d'un texte fondamental pour notre système de santé. Après des semaines, je devrais dire des mois d'ailleurs, d'un débat riche, souvent intense, passionné, à l'Assemblée nationale d'abord, puis avec vous ensuite, et après le remarquable travail de la commission mixte paritaire, nous pouvons nous féliciter d'être parvenus à un texte d'équilibre, un texte responsable. La fierté que je ressens est celle d'une ministre dont l'action se veut entièrement guidée par une seule et même exigence, améliorer l'accès de tous nos concitoyens à des soins de qualité. Elle est celle également d'une ministre qui, ayant fréquenté de longues années les bancs du Parlement, mesure exactement l'investissement et les exigences qui sont requis pour faire vivre un tel temps fort de la vie démocratique de notre pays. Aussi, je voudrais profiter de cette nouvelle occasion qui m'est donnée pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué par la finesse de leurs analyses et de leurs propositions à enrichir ce projet de loi. Je veux remercier en particulier Gérard Larcher pour son rapport exceptionnel sur les missions de l'hôpital. Je mesure tout ce que cette loi lui doit, vous doit, Monsieur le Président, trouver ici l'expression de ma gratitude. Le rapport de Jean-Marc Juliard a lui aussi constitué une contribution majeure. Je tiens à remercier le président de la Commission des affaires sociales, Nicolas About, pour sa hauteur de vue, sa grande expertise, sa sensibilité aux enjeux et sa grande intelligence recueillent toute mon admiration. Sous son égide, la Commission des affaires sociales a parfaitement su se saisir de l'enjeu majeur que représente ce projet de loi pour l'avenir de notre système de santé. Et vous l'avez fait, Monsieur le Président, dans des conditions particulièrement difficiles, avec un changement de règlement qui nous ont obligés parfois à quelques réglages. Mais vous avez su le faire avec beaucoup d'humanité, de gentillesse et de compréhension. Donc à nouveau, ma très grande gratitude. Je veux rendre hommage à votre rapporteur, Alain Milon, pour sa précision, son écoute permanente, et je dois dire que les applaudissements qu'il vient de recueillir, je n'avais pas le droit d'y ajouter les miens, étiquette parlementaire oblige, mais j'aurais volontiers accompagné vos applaudissements par les miens. Je n'oublie pas non plus la contribution de tous les sénateurs qui, sur tous les bancs, ont éclairé de leurs compétences notre discussion. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs de l'opposition, vous ne m'avez pas ménagé, je ne le demandais pas non plus, et je sens d'ailleurs que ça va continuer dans quelques instants, mais j'ai toujours eu à cœur d'écouter vos contributions avec respect, d'en retenir un certain nombre et de le faire dans un bon esprit démocratique et républicain. Merci, grâce à vous, de l'ambiance qui a régné pendant cette discussion. Mais vous comprendrez sans peine, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs de l'opposition, que mes pensées reconnaissantes vont évidemment aux sénateurs et aux sénatrices qui m'ont toujours soutenu dans ce débat. Je pense à Marie-Thérèse Hermange, à Gérard Deriot, à Catherine Procassia, à Jean-Pierre Fourcade, à André Lardeux, à Alain Vassel, Gilbert Barbier, Anne-Marie Payette, Muguette Dini. Que tous ceux que je n'ai pas cités ne m'en veuillent pas. C'est la loi des énumérations que forcément Isabelle Debré, qui est là,
tous trouver ici donc à nouveau et toute ma profonde reconnaissance. Oh, Paul Blanc, etc. Oui, je vois Alain Gournat, mais vous avez, bon, voilà, la façon de se faire des amis et des ennemis définitifs. En tout cas, soyez toutes et tous remerciés pour votre apport et vraiment que ceux que je ne cite pas ne m'en tiennent pas rigueur. Finalement, sans l'apport de chacun, ce débat parlementaire aurait eu peu de sens. Je voudrais adresser un remerciement tout particulier aux membres du Sénat ayant participé à la commission mixte paritaire, où ils ont su trouver un compromis qui respecte la volonté de chaque assemblée. Le travail mené par la CMP était en effet un travail difficile, nécessitant beaucoup de finesse et d'esprit de synthèse. Il en est d'autant plus, j'ose le mot, extraordinaire. Aujourd'hui, je veux, en toute sincérité, exprimer la gratitude du gouvernement. Sans reprendre dans le détail toutes les mesures d'un projet de loi d'envergure, j'aimerais vous rappeler tout ce que, ensemble, nous avons accompli et que nous allons donc apporter à nos concitoyens. Nos hôpitaux ont été modernisés. La gouvernance de l'hôpital a été rénovée, clarifiée, pour donner à tous les acteurs d'exercer pleinement leur rôle et leur mission. Les prises de décision seront facilitées, tous les patients en bénéficieront. Pour mieux répondre aux besoins de santé de nos concitoyens qui veulent pouvoir bénéficier de parcours de soins fluides et de qualité, nous avons voulu également faciliter les coopérations hospitalières, mieux articuler le système hospitalier avec la médecine de ville et le secteur médico-social. Le projet de loi permettra également de mieux répartir l'offre de soins sur le territoire pour lutter contre ce que beaucoup d'entre vous ont appelé les déserts médicaux. Grâce à des mesures cohérentes, nous répondrons à l'exigence d'un accès aux soins pour tous dans le respect de la liberté d'installation. Formation, offre de soins, rien n'a été oublié. Toujours, nous avons fait le pari de l'organisation et de la modernisation. Parce que cette loi est une loi de prévention, il était bien naturel que le préventif, aux côtés du curatif, trouve une place accrue. Le titre relatif à la santé publique comporte des mesures fortes sur les déterminants de santé, en particulier, nous pensons bien entendu au tabac et à l'alcool. L'inscription de l'éducation thérapeutique dans le Code de la santé publique et pas seulement une évolution, c'est une révolution culturelle qui instaure une nouvelle relation entre le soignant et le soigné. Le malade sera désormais véritablement l'acteur de sa propre santé. Enfin, la création des agences régionales de santé parachève le décloisonnement de notre système de santé, sans doute un des plus cloisonnés et un des plus régaliens du monde. Leur mission sera en particulier d'organiser l'offre de santé sur tout le territoire, au plus près de nos concitoyens. Tout le champ de la santé et de l'autonomie se trouve désormais investi. Ce trop bref résumé dit-il assez la valeur et l'importance d'un texte innovant et pragmatique qui se veut aussi ambitieux et responsable. J'aimerais vous dire toute la confiance qui est la mienne dans cette réforme élaborée avec tous et pour tous. Pourtant, Monsieur le rapporteur l'a souligné, il subsiste une légère ambiguïté sur le mode de fonctionnement du directoire, une ambiguïté relative à la manière dont il est consulté par le directeur dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences. Entendons-nous bien, lever cette ambiguïté ne remet absolument pas en cause l'équilibre trouvé entre les directeurs et les médecins. Cet équilibre a été parfaitement traité par la commission mixte paritaire. La volonté du législateur, telle qu'elle s'est exprimée sur tous les bancs, est que le directoire soit une instance collégiale, lieu d'échange entre ses membres. C'est aussi l'avis du gouvernement. Pour autant, il ne faut pas que cette instance ploie sous un fonctionnement trop formaliste.
Or, les experts juridiques consultés ces derniers jours par le gouvernement nous indiquent que le texte issu de la CMP peut transformer le directoire en une instance consultative formelle qui fonctionne avec des règles de quorum, des comptes rendus, des scrutins où chacun compte ses voix, alors que ce doit être une instance de discussion collégiale, opérationnelle, et finalement s'inspirer de ce qui marche bien, c'est-à-dire du fonctionnement des actuels conseils exécutifs. Personne n'a imaginé, dans ce cheminement qui nous a amenés à ce texte, qu'il en soit autrement. Les règles de fonctionnement du directoire doivent faciliter les échanges nécessaires pour prendre en compte les différents points de vue. L'expression de ces points de vue est indispensable au vu de l'originalité de la structure hospitalière, mais le formalisme doit être proportionné. J'ajoute que la rédaction initiale du gouvernement indiquant après consultation, n'évitait pas non plus cet écueil, je le concède bien volontiers. Elle garantissait l'aspect collégial, mais ne garantissait pas non plus la recherche d'un consensus positif. C'est pourquoi nous avons besoin d'une formulation plus satisfaisante. L'amendement que je vous propose est donc un amendement technique permettant de lever une ambiguïté. Il substitue un terme à un autre, tout en conservant ce que vous avez souhaité, c'est-à-dire le principe d'un travail en pleine collégialité au sein du directoire, et il est donc cohérent avec les souhaits exprimés par les deux assemblées. Et au total, Monsieur le Président, je considérerais donc avoir défendu, quand je présenterai l'amendement, l'avoir défendu. Au final, ce texte consacre une réforme indispensable, adaptée aux besoins et aux attentes des Français, destinée à accompagner notre société dans les défis qui se posent. Pour tout ce qu'il apportera à nos concitoyens, je crois que nous pouvons être collectivement fiers de ce projet de loi. Merci à tous et à toutes. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de notre discussion générale, la parole est maintenant au président Guy Fischer. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au terme de nos 4 semaines de débat en séance publique sur ce projet de loi, je ne vous surprendrai pas en réaffirmant devant vous, aujourd'hui, que le groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche votera contre ce texte. Mais permettez-moi tout de même, avant d'en venir au fond de notre opposition, de dire quelques mots sur les conditions dans lesquelles ce projet de loi a été travaillé en commission et la manière dont il a été débattu en séance publique. Ce projet de loi était véritablement le premier à être discuté sous les auspices de la nouvelle procédure destinée, selon les dires de ses défenseurs, à renforcer le rôle des parlementaires. Toutefois, en lieu et place d'un tel renforcement, nous avons assisté, au contraire, à une forme d'amenuisement des droits des parlementaires, notamment en raison des délais de dépôt d'amendements trop courts. Par ailleurs, je voudrais regretter qu'en réponse aux amendements que nous avons défendus en séance publique, le rapporteur ait eu trop souvent, comme seule explication quant à sa position, recours à une formule renvoyant les parlementaires et ceux qui suivent les débats aux décisions prises préalablement en commission des affaires sociales. Cette réponse, pour nous, n'est pas satisfaisante, dans la mesure où, contrairement aux séances publiques, les débats en commission ne font pas l'objet d'une publicité complète. Eh oui. Alors nous ne serions que trop invités les futurs rapporteurs à ne pas recourir à une telle formule, au risque de voir les parlementaires, notamment de l'opposition, délaisser le travail en commission pour se consacrer à la séance publique, ce qui me semble être le contraire des objectifs poursuivis par la réforme constitutionnelle et réglementaire. Par ailleurs, si le gouvernement dispose de la possibilité de déposer des amendements à tout moment au cours de nos débats, nous préférerions qu'il en use avec parcimonie,
Les délais entre la date limite de dépôt des amendements et l'examen par le Sénat de ceux-ci en séance publique lui laissent tout loisir de déposer les amendements qu'il estime nécessaires. Mais permettez-moi d'en venir au fond. Au début de nos travaux, mon ami François Autain annonçait qu'avec cette réforme, tout convergeait vers la privatisation du service public hospitalier. Après la réunion de la commission mixte paritaire, je ne puis que confirmer ces propos. En effet, dès le premier titre de ce projet de loi, dès son article premier, le ton est donné. Vous procédez à l'emblématique suppression de la notion de service public hospitalier et divisez la mission qui était la sienne en 13 missions distinctes et séparées, permettant aux établissements de santé privés commerciaux d'opérer parmi ces missions les choix les plus rentables. Aujourd'hui déjà, plus de 60% des actes de chirurgie sont réalisés par le privé commercial. À n'en pas douter, cette proportion aura, pour les opérations les plus rentables, tendance à s'accroître dans l'avenir. Quant aux missions les moins rentables, en apparence du moins, comme l'accueil d'urgence des patients, elles serviront toujours pour le privé commercial, à n'en pas douter, comme nous l'avons déjà dénoncé dans nos débats, d'aspirateur à patientèle. Pour notre part, nous considérons que cette division en 13 missions est profondément contraire à l'esprit de notre Constitution et notamment de son préambule. Nous considérons qu'elle desservira les intérêts des patients, notamment des plus démunis, tout en renforçant le poids des établissements de santé privés commerciaux. De la même manière, nous entendons rappeler notre opposition à la possibilité offerte dans ce projet de loi aux établissements de santé privés commerciaux d'ouvrir des centres de santé. Cette mesure constitue, là encore, un outil nouveau en directeur du secteur commercial, lui permettant d'attirer dans leurs établissements des patients qui, naturellement, se seraient dirigés vers les établissements de santé publique. Et ce, d'autant plus que vous avez refusé notre amendement visant à préciser que les patients accueillis dans des centres de santé gérés par des établissements de santé privés lucratifs bénéficient, dès lors qu'ils poursuivent les soins de la clinique gestionnaire, d'une tarification sans dépassement. De la même manière, vous avez refusé notre amendement visant à sanctionner spécifiquement les personnes physiques et les établissements de santé privés commerciaux qui, bien que chargés de missions de service public de santé, ne respecteraient pas les tarifs définis dans le Code de la sécurité sociale pour les établissements de santé publique. Tout cela nous donne l'impression, et les nombreux partenaires que nous avons rencontrés durant nos débats, et après, notre groupe d'ailleurs a été à l'initiative, après le vote de la loi en première lecture, notre groupe a été à l'initiative d'une rencontre de conclusion de nos travaux qui a réuni au Sénat près de 100 participants. Ceux-ci nous l'ont confirmé, que cette loi, si elle était adoptée, et sans doute le sera-t-elle dans quelques minutes, elle permettra au secteur privé lucratif de venir concurrencer le secteur public. Cette concurrence est d'autant plus importante qu'elle portera sur les missions les plus rentables. Or, en raison de l'application de la tarification à l'activité, la T2A contre laquelle seul notre groupe a voté, cette opération de transfert d'actes et donc de ressources aura pour effet d'appauvrir encore plus les établissements publics de santé, vous permettant demain de justifier de la non-rentabilité de ces établissements pour imposer, contre les intérêts des patients et de leurs familles, la fusion, voire la fermeture d'un certain nombre d'entre eux. Madame la ministre, vous organisez la concurrence des services publics dans le seul but de les fragiliser encore un peu plus. Personne n'a parlé jusqu'à présent de la fermeture, voire de la fusion de 200 à 300 établissements hospitaliers de proximité, mais tels sont les enjeux. De la même manière, nous sommes opposés à la disposition permettant à des non-fonctionnaires de diriger des établissements publics de santé. Alors nous avons bien compris, Madame la Ministre, qu'en agissant de la sorte, vous entendez permettre l'émergence dans les hôpitaux
d'une culture différente à celle aujourd'hui en place. Cette culture de santé publique, de service public, au bénéfice d'une culture nouvelle, celle d'entreprise, d'où la nécessité d'imposer un manager, un directeur manager à un hôpital entreprise. Durant nos débats, nous vous avons interrogé sur les compétences. Non, c'est pas reparti. Je confirme mes propos. Non, ça continue. Et jusqu'à la fin de cette réunion, eh bien, de cette... Ah ben, il arrive. Voilà. Ben, il faut dans la politique, hein. Alors, durant nos débats, nous vous avons interrogé sur les compétences nouvelles que vous espérez réunir en autorisant à des non-fonctionnaires de diriger les hôpitaux. Vous ne nous avez jamais répondu et nous le regrettons. Si nous ignorons toutes ces nouvelles compétences, nous savons lesquelles seront malheureusement perdues, au premier rang desquelles les compétences en santé publique. Sans doute les directeurs non fonctionnaires seront plus sensibles que les directeurs fonctionnaires qui se font une certaine idée de leur mission, plus sensibles aux exigences de rentabilité et aux nouvelles contraintes financières que vous entendez imposer aux établissements publics de santé. Cette décision s'inscrit par ailleurs dans un plan de plus grande ampleur de démantèlement de la fonction publique hospitalière, prélude à une opération encore plus vaste et dangereuse de privatisation des missions de service public, à l'exception de quelques rares missions régaliennes, que soient la sécurité, l'armée, la justice. C'est un autre débat. Mais par ailleurs, je ne puis que dénoncer ici l'amendement déposé et adopté en CMP, assouplissant encore plus cette mesure, puisque demain, les directeurs des établissements de santé publique non fonctionnaires n'auront plus, contrairement à ce que nous avions défendu ici, à recevoir une formation complémentaire de l'École des hautes études de santé publique. Il suffira qu'ils reçoivent une formation de la part d'un organisme compétent. Cette formulation ambiguë inquiète et participe à sa manière, un peu plus encore, au démantèlement du service public de santé. Par ailleurs, nous continuons à nous opposer à la création des groupements de coopération sanitaire des établissements de santé. Nous considérons que ces établissements, parce qu'ils permettent la participation indistincte des établissements de santé privés commerciaux comme d'intérêt collectif et des hôpitaux dans une même structure, aura pour conséquence de créer la confusion auprès des usagers et permettra encore une fois une dilution des missions de service public. Cette disposition, Madame la Ministre, mes chers collègues, me paraît juridiquement incertaine. Elle serait par ailleurs très difficile à mettre en œuvre, et ce, d'autant plus que les principaux partenaires concernés, la FEAP et la FHF, annoncent ne pas vouloir y participer. Cette privatisation du service public hospitalier en 13 missions correspond à l'exigence permanente de la droite la plus libérale de France et d'Europe de réduire les dépenses publiques, un objectif qui n'accepte aucune contradiction, y compris la plus fondamentale. La pertinence de cette politique au regard des intérêts de la population, eh bien, nous en doutons. En France, cette politique porte un nom, la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, qui prévoit l'année prochaine, eh bien, de supprimer 36 000 postes de fonctionnaires. Les agences régionales de santé, dont les directeurs sont de véritables superpréfets sanitaires, sont les instruments de cette politique de rigueur. J'en veux pour preuve la possibilité qu'il aurait... Ben oui, mais ça me fait plaisir de le dire. Alors je ne vois pas pourquoi vous m'en empêcheriez, hein? Merci, Monsieur De Cessard. J'en veux pour preuve la possibilité qu'il aurait offerte par la loi de placer seuls, sans concertation avec les partenaires sociaux et les élus locaux, les établissements publics de santé déficitaires sous administration provisoire, c'est-à-dire sous tutelle. Une procédure dont on comprend qu'elle n'aura que pour seul objectif le retour à l'équilibre. Pour notre part, nous continuons de penser que les déficits que subissent les hôpitaux ne sont pas exclusivement le fait d'une mauvaise gestion des établissements de santé par leurs directeurs,
Nous considérons qu'elle résulte d'un double mouvement, la convergence publique-privée, le paiement à l'acte, qui ont pour conséquence d'appauvrir les hôpitaux en les privant des ressources nécessaires à l'exercice de leur mission. Il s'agit sans doute là, Madame la Ministre, d'une divergence de fond entre nous. Mais nous considérons que certaines missions de service public, notamment dans le domaine de la santé, ne peuvent, par nature, être rentables. La santé ne sera jamais, contrairement aux rêves de certains, une marchandise. L'hôpital public souffre, en fait, de son sous-financement. De la même manière, nous entendons dénoncer l'adoption par le Sénat et confirmée en CMP, qui autorise les directeurs des ARS à exiger des directeurs des établissements publics de santé qu'ils opèrent dans le cadre de leur plan de retour à l'équilibre à des suppressions de postes. On va vers une généralisation de plans de retour à l'équilibre avec des suppressions de postes qui, de toute évidence, seront très nombreuses. Cette mesure est la preuve de ce que nous avons dénoncé durant nos débats. Ce projet de loi ouvre la voie à un large plan social à l'hôpital pouvant se concrétiser, selon les estimations de la Fédération hospitalière de France, par la suppression de 20 000 emplois à terme. Bien sûr, cela ne se fera pas tous les jours, mais chaque année apportera son lot de suppressions de postes, et c'est cela que nous dénonçons. Ce mouvement, Madame la Ministre, est déjà en œuvre. Je ne reprendrai pas, comme j'ai pu le faire dans nos débats, la longue liste des hôpitaux qui aujourd'hui déjà procèdent à des suppressions de postes, notamment par le biais des non-remplacements des départs à la retraite. Mais il ne fait nul doute que demain, pour satisfaire à l'exigence présidentielle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ce mouvement aura tendance à s'accélérer. Pourtant, nos concitoyens, qui sont les usagers des hôpitaux, dénoncent précisément le manque de moyens, y compris en termes de personnel, lesquels personnels, notamment paramédicaux, dénoncent quant à eux des conditions de travail insoutenables. Dans ce contexte, il n'est pas acceptable de rajouter de la pénurie à la pénurie. Enfin, concernant les questions salariales, nous entendons nous opposer à l'amendement adopté en CMP autorisant le transfert automatique des personnels d'un établissement de santé public participant à une communauté hospitalière de territoire vers un autre établissement participant à cette CHT. Cette automaticité, en lieu et place du volontariat que notre Haute Assemblée avait instauré, est pour notre groupe la démonstration de ce que la CHT sera demain un outil supplémentaire de réduction de dépenses et de concentration des structures au détriment des établissements jugés par les pouvoirs publics comme trop petits et pas assez rentables. Cela nous renvoie au débat que nous avons eu en séance publique sur le caractère contraignant de la participation à une CHT ou à un groupement de coopération sanitaire, puisque le directeur de l'Agence régionale de santé pourra décider demain de sanctionner financièrement les établissements qui refuseraient d'y participer. Avec ces dispositions, tout est fait pour redessiner une nouvelle carte sanitaire, une nouvelle carte hospitalière au détriment des besoins des populations, mais conforme aux exigences de rentabilité et de réduction des dépenses publiques chères à votre gouvernement. Pour permettre l'application de cette politique de rigueur, vous aviez besoin d'un outil administratif et politique de circonstance. La création des agences régionales de santé, c'est chose faite, puisque vous instaurez les véritables superpréfets sanitaires qui se substitueront demain aux représentants des collectivités locales et territoriales qui tirent pourtant toute leur légitimité du suffrage universel. Aussi, je ne peux que dénoncer ici l'adoption en CMP, avec l'avis favorable de notre rapporteur, d'un amendement autorisant la présidence du conseil de surveillance des établissements publics de santé par des membres du troisième collège, c'est-à-dire des personnes qualifiées, là où précisément notre Assemblée, représentant les territoires et les collectivités locales, avait fait le choix d'une présidence par un élu. Je ne reviendrai pas ici sur notre opposition fondamentale à la substitution des conseils d'administration par les conseils de surveillance, dont les compétences et les missions sont réduites au simple contrôle. Je tiens à le redire,
Nous sommes opposés à cette conception issue du secteur privé commercial qui prive les personnels non médicaux, notamment administratifs et ouvriers, de la véritable participation à la direction des établissements de santé dans lesquels ils œuvrent. Nous considérons que, précisément, parce que les hôpitaux ne sont pas des entreprises comme les autres, il est impératif, pour assurer la réussite de leur mission particulière, d'associer toutes celles et tous ceux qui participent quotidiennement à la réussite des hôpitaux français, dont les réussites et les qualités sont reconnues mondialement, internationalement. En lieu et place d'une loi d'association des personnels et des compétences, vous avez préféré construire une loi d'opposition, d'exclusion et de cloisonnement. Alors, si cette loi est une loi de méfiance à l'égard des personnels des établissements publics de santé, qui va très loin puisque le conseil de surveillance n'aura même pas à se prononcer sur le budget de leur établissement. Elle est également une loi de défiance à l'encontre des élus locaux et des représentants des collectivités territoriales. La présidence du conseil de surveillance des futures agences régionales de santé ne peut nous satisfaire. En autorisant la présence de ces conseils par des personnalités qualifiées, toutes désignées directement ou indirectement par le gouvernement, qu'il s'agisse des nominations formulées par les directeurs des ARS, eux-mêmes nommés par le ministre en charge de la santé ou par celles faites par les préfets de région, nommés par le gouvernement, vous témoignez indirectement d'une défiance sans précédent à l'encontre des élus locaux et des représentants des collectivités locales et territoriales, qui participent pourtant pleinement, particulièrement dans le domaine médico-social, au financement des opérations menées dans les régions et les départements. En réalité, pour éviter toute contestation, notamment sur la faiblesse des financements et sur les fermetures à venir des établissements, vous avez préféré taire la contestation. Le schéma que vous avez retenu est, il faut le dire, contraire à l'esprit que nous nous faisons de la démocratie sanitaire. Vous préférez, pour cela, museler les oppositions, organiser le contrôle de l'État par l'État. Cela n'est pas, Madame la Ministre, à la hauteur des enjeux. Nous entendons également dénoncer avec force la conception même et les missions données aux ARS. Vous avez entendu, et Madame la Ministre a été claire sur ce sujet, faire des agences régionales de santé l'acteur clé de la dépense publique en santé, puisqu'elles seront, de votre aveu même, Madame la Ministre, un nouvel opérateur de la gestion du risque santé. Cela témoigne de la volonté de votre gouvernement de peser directement sur la dépense publique, sur la dépense sociale et plus particulièrement sur la dépense hospitalière, considérée comme étant la plus importante. Et nous avons 1000 fois entendu M. Vassell dire que le déficit de l'assurance maladie était constitué au moins pour moitié par les dépenses hospitalières. Et donc, il fallait contraindre ces dépenses. Cette analyse méconnaît, à notre sens, la réalité des faits qui se traduit par une explosion continue des dépenses de soins de ville. Mais plus grave encore, cela constitue une véritable reprise en main des dépenses de santé par l'État, rompant avec l'esprit du Conseil national de la résistance, dans le seul objectif de permettre à votre gouvernement de peser sur les dépenses publiques. Et quand le président de la République utilise le Conseil national de la résistance pour développer son discours politique, nous sommes en total désaccord. Pourtant, nous considérons qu'il y avait d'autres solutions et nous aurions préféré qu'en lieu et place d'une action sur les dépenses, votre gouvernement se consacre à assurer les ressources nécessaires au financement de notre protection sociale, notamment en revenant, comme le suggère chaque année la Cour des comptes, lors de l'examen par le Parlement des projets de loi de financement de la sécurité sociale, sur les quelques 42 milliards d'exonérations de cotisations sociales consenties aux entreprises de notre pays en 2009. Oui, mais c'est surtout les patrons qui encaissent, Monsieur Vassell. Par ailleurs, vous savez, les salariés ne voient absolument pas leur fiche de paye bouger. Au contraire, ils voient leur fiche de paye se rétracter
et nous assistons depuis quelques années à un écrasement des salaires et des retraites. Voilà la vérité. Par ailleurs, nous considérons que cette loi ne sera pas de nature, contrairement à l'intitulé de son titre 3, à garantir l'accès de tous à des soins de qualité. Nous avons, au cours de nos débats, formulé de très nombreux amendements destinés à résorber deux phénomènes qui impactent indéniablement l'accès de tous aux soins, les déserts médicaux et les dépassements d'honoraires. La majorité du Sénat, soutenue par le gouvernement, a malheureusement refusé tous nos amendements destinés à résorber les déserts médicaux, c'est-à-dire les zones géographiques dans lesquelles l'accès aux soins est devenu compliqué ou impossible en raison du manque d'implantation des professionnels de santé. Pourtant, nous l'avons tous dénoncé aussi, la situation est des plus paradoxales. Jamais le nombre de professionnels de santé n'a été aussi important et jamais leur accès n'a été aussi difficile. Pour notre part, nous avons défendu l'image ou l'idée, à l'image des politiques menées en Allemagne, en Autriche ou au Québec, d'un aménagement de la notion de liberté d'installation, afin que celle-ci ne soit pas en contradiction avec les intérêts des populations. Vous avez écarté toutes ces pistes, renonçant ainsi à garantir le droit fondamental de tous nos concitoyens à accéder aux soins. Votre gouvernement aura pour l'avenir la lourde charge d'assumer votre posture de renoncement et devra un jour ou l'autre s'en expliquer devant nos concitoyens qui, dans les zones de montagne, n'est-ce pas Annie David, de campagne où les quartiers populaires n'ont plus ou que difficilement accès aux soins. À ce titre, je voudrais regretter l'adoption en CMP d'un amendement visant à supprimer la disposition introduite au Sénat, proposée par mon ami Annie David, qui précisait que le comité de massif était tenu informé de la situation de la démographie médicale dans les territoires qui les concernent. Eh bien, cette position, cette volonté de rompre avec l'information des comités de massif est une preuve supplémentaire de votre conception des contre-pouvoirs. Je le regrette d'autant plus qu'il s'agissait d'une demande forte de l'ANEM, dans laquelle participent des représentants des communes de toutes les sensibilités politiques. De la même manière, je regrette le refus de la majorité et du gouvernement de légiférer dans le cadre de ce projet de loi sur les dépassements d'honoraires, dont nous savons combien ils constituent une entrave particulièrement importante dans l'accès aux soins. Je ne reviendrai pas, pour éviter d'alourdir mes propos, sur les résultats du grand testing mené par les associations des malades sur l'accès aux soins des bénéficiaires de la CMU ou de l'AME, mais il permet tout de même d'observer, à ceux qui pouvaient encore en douter, que contrairement à nos grands principes républicains, la discrimination dans l'accès aux soins est également fondée sur les ressources financières de nos concitoyens. Soit que certains praticiens refusent de soigner les plus pauvres, soit qu'eux-mêmes renoncent en raison de l'absence de professionnels à tarifs opposables à consulter un médecin, c'est surtout vrai pour les spécialistes. Et ce, d'autant plus qu'ils sont déjà de plus en plus nombreux à opérer des choix entre les soins urgents et ceux qui peuvent attendre, la faute aux franchises médicales, à la crise économique qui frappe les plus pauvres d'entre nos concitoyens de manière particulièrement aiguë et qui se traduit par exemple par une vague du mouvement de démutualisation. Alors j'ai bien noté, Madame la Ministre, la timide avancée résultant de l'adoption en CMP d'un amendement sur le secteur optionnel. Il est trop timide pour avoir des effets suffisants et réels et présente l'inconvénient majeur de renvoyer l'action non pas à la discussion parlementaire mais au secret de l'action par décret ou au PLFSS de 2010. J'aurais à ce sujet une suggestion à vous faire. Depuis plusieurs années, il est devenu la coutume que le PLFSS soit l'objet d'un débat particulier. Il portait lors du précédent PLFSS sur l'hôpital. Compte tenu de l'intérêt des Françaises et des Français, des sénatrices et des sénateurs sur ce sujet, je vous propose de consacrer le débat à venir sur la question des dépassements d'honoraires et de laisser les parlementaires, qui ont fait preuve durant nos travaux de beaucoup d'imagination, libres d'agir par voie d'amendement. Vous pouvez alors compter sur les sénateurs de notre groupe pour défendre une nouvelle fois des amendements qui nous sont chers,
à l'image du testing, de l'inversion de la charge de la preuve, de l'interdiction d'installation des professionnels en secteur 2 dans les zones sous-denses, ce qui constitue, selon nous, des mesures nécessaires et urgentes. Par ailleurs, je tiens à rappeler, en association avec mon amie Isabelle Pasquet, l'opposition de notre groupe à la suppression des CROSM et à leur remplacement par une procédure d'appel à projet. Alors ce mécanisme, inspiré du secteur privé commercial, nous semble être totalement opposé à l'histoire du mouvement médico-social qui fait sa force aujourd'hui. Nous l'avons dit durant nos débats, nous ne sommes pas contre une certaine forme de décentralisation, mais nous souhaitons qu'elle soit plus solidaire. Nous voulons faire vivre une véritable démocratie sanitaire, renforcée par rapport à la situation actuelle. La suppression de la consultation des CROSM sur les schémas départementaux revient en réalité à se priver de compétences, de savoir-faire, d'analyses diverses et complémentaires sur un schéma qui, arrêté tous les 5 ans, revêt pour les personnes en situation de dépendance et de handicap et pour leurs familles une grande importance. Nous le regrettons d'autant plus que la consultation de cette structure régionale aurait permis de confronter au niveau régional, qui est considéré donc dans le projet de loi comme pertinent, les différents schémas départementaux dans un souci de solidarité et d'équité territoriale. Alors, nous craignons également d'une part que cette suppression ne se traduise en fait par la création d'une concurrence entre les établissements et d'autre part que ce choix ne privilégie la plupart du temps le moins-disant économique au détriment du mieux-disant social. Et on offrira ainsi un boulevard aux établissements privés. Comme les associations concernées, je crains que la réponse à un cahier des charges préétabli, en privilégiant un processus uniforme du haut vers le bas plutôt qu'un processus partant du terrain, ne favorise les grands opérateurs et des projets trop formatés au détriment des projets innovants. Or, c'est bien d'innovation puisée dans sa longue expérience dont le secteur médico-social fait preuve depuis 50 ans. Comment peut-on le déposséder ainsi de sa capacité à inventer au plus près des besoins des personnes handicapées? Ce n'est pas la mise en place d'un cahier des charges allégé par les projets à caractère expérimental ou innovant qui va leur rendre l'initiative, surtout quand on supprime la ministre et qu'il n'y a plus de ministre pour le secteur handicapé. Dans tous les cas, il s'agira avant tout de garantir une mise en concurrence qui sera, à n'en pas douter, contraire aux intérêts des personnes concernées et, croyez-moi, les restes à charge seront d'autant plus importants pour les familles. Enfin, avant de conclure cette longue intervention qui témoigne de la richesse de nos travaux et de l'ampleur des différences qui nous opposent, je voudrais prendre quelques minutes pour aborder 2 dispositions qui nous inquiètent. Tout d'abord, avec mon ami Nicole Borvo-Cohen-Seat, j'entends renouveler l'opposition de notre groupe à la suppression du statut particulier de la PHP. Elle témoigne là encore de la volonté d'une reprise en main de l'organisation hospitalière dans son ensemble et aura pour conséquence de mettre à mal l'unicité de la PHP qui faisait pourtant sa spécificité et a permis jusqu'à aujourd'hui à la fois une prise en charge des populations les plus diverses qui composent la région parisienne, tout en permettant à l'hôpital public, au travers des hôpitaux de la région parisienne, d'être à la pointe de la recherche médicale mondiale. Ce démantèlement inquiète les personnels de la PHP, y compris les directeurs de service qui étaient réunis il y a peu en Assemblée générale à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ils nous ont fait part de leur inquiétude et craignent la casse d'un outil formidable composé de 37 établissements actuellement au service des populations. Je ne perds pas de vue que parfois, dans des territoires désertés par la médecine de ville, qui considèrent certains territoires comme pas assez rentables, l'offre publique est la seule à accueillir les patients. Aujourd'hui, je voudrais dire à ces personnels de la PHP que nous sommes à leur côté et qu'ils pourront compter sur nous pour défendre partout le modèle public, seul garant du droit de tous à accéder, sans distinction de ressources, d'origine ou de pathologie, à des soins de grande qualité. Enfin, je voudrais dénoncer ici l'amendement adopté en CMP, tendant à supprimer la disposition introduite unanimement au Sénat
précisant dans la loi que l'accès aux gynécologues médicaux ne relevait pas du parcours de soins et était d'accès direct. Cet amendement est un mauvais signal envoyé aux femmes, particulièrement aux jeunes femmes de notre pays, qui pourraient ne plus recourir à cette spécialité. Cette décision est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans une pénurie grandissante de gynécologues obstétriciens, une pénurie qui constitue un véritable risque contre la santé des femmes. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je vous remercie de m'avoir si bien écouté. Mais en l'état du projet de loi, particulièrement après son passage en commission mixte paritaire, eh bien, notre groupe votera résolument contre ce projet de loi. Merci. Merci, cher président Fischer. Maintenant, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous voici donc arrivés au terme de la procédure législative d'examen de ce projet de loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire. 4 semaines de débat, une centaine d'heures en séance, un rapport de CMP record, environ 450 pages. En fait, près de 6 mois de travail pour le rapporteur, la Commission sous l'autorité de son président, les administrateurs et fonctionnaires de la Commission. Avant d'entrer dans le détail de la CMP, puisque c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui, je veux d'abord revenir sur la façon dont mes collègues du groupe socialiste et moi-même avons abordé l'examen de ce texte. Chaque année, notre pays consacre près de 200 milliards d'euros aux dépenses de santé. Si c'est l'un des systèmes les plus coûteux, c'est aussi et surtout l'un des plus performants au monde. Pourtant, les dysfonctionnements sont de plus en plus nombreux. Engorgement des urgences, allongement des délais de rendez-vous, complexification du parcours de santé, difficulté à assurer la permanence des soins, augmentation du taux de retour des soignés, crise des vocations, déserts médicaux, etc. En fait, notre système de santé est fragile, même si nos concitoyens reconnaissent, à juste titre, la qualité des soins qui leur sont prodigués ainsi que la valeur des personnels soignants. C'est pourquoi une réforme d'évidence s'imposait. C'est bien l'un des seuls points sur lesquels nous aurons été d'accord. Mais au lieu de conforter notre modèle de solidarité sociale, de garantir l'accès de tous, dans tous les territoires, à des soins de qualité et de promouvoir l'efficience de notre système d'organisation des soins, ce projet de loi organise en fait le démantèlement du service public hospitalier et la privatisation de notre système de santé. Dans votre texte, Madame la Ministre, d'ailleurs, il n'y a plus d'hôpital public, mais des établissements de santé, ce qui n'est pas neutre. On va y venir, Monsieur le Président, justement. C'est pourquoi, tout au long de ce débat, nous nous sommes efforcés de dénoncer les aspects dangereux de ce texte. Mais surtout, nous nous sommes attachés à défendre une autre vision de la modernisation de notre système de santé. Pour nous, cela passe par une politique hospitalière volontariste et ambitieuse, une vaste réorganisation de la médecine de ville, et un pilotage régional s'appuyant sur un renforcement de la démocratie sanitaire et sociale. Au lieu de cela, votre projet de loi, Madame la Ministre, affaiblit l'hôpital public, laisse la médecine de ville à ses dysfonctionnements et à ses dérives, et met en place un pilotage centralisé et autoritaire qui ne laisse que bien peu de place à la démocratie sanitaire pourtant essentielle. Ces dernières semaines, le débat s'est largement focalisé sur la réforme hospitalière. C'est en effet un aspect important du texte sur lequel nous sommes en profond désaccord avec votre logique. C'est pourquoi nous avons insisté sur 4 points fondamentaux. Premièrement, le refus du morcellement des missions de service public, Monsieur le Président. En confiant à tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, la possibilité d'assurer tout ou partie des missions de service public, le texte ouvre la porte à un service public à la carte, où les cliniques privées pourront choisir les missions les plus lucratives et laisser aux hôpitaux publics le soin d'assumer les missions les plus délicates et les plus coûteuses,
comme l'aide médicale d'urgence ou encore la lutte contre l'exclusion sociale. Deuxièmement, la nécessité de donner à l'hôpital public des moyens à hauteur de ses besoins. Depuis de trop nombreuses années, l'hôpital est sous-financé et reçoit des moyens inférieurs à ses besoins minimums de fonctionnement. De nombreux projets d'investissement sont gelés. L'hôpital se paupérise et perd les moyens pour répondre aux défis de la médecine de demain. En programmant, comme vous le faites, année après année, et vos prédécesseurs aussi, budget après budget, son étranglement, c'est bien la fin de l'hôpital public qui se prépare. Troisièmement, la nécessité de revoir les modalités d'application de la tarification à l'activité T2A et d'abandonner l'objectif de convergence tarifaire entre hôpitaux publics et cliniques privées, car c'est la négation de la spécificité des missions de l'hôpital public qui ne choisit ni ses patients, ni les pathologies qu'il traite. Le report que vous avez annoncé concernant la convergence est une bonne chose, ce n'est pas suffisant. Quant à la tarification à l'activité, nous avez renvoyé au PLFSS. Nous verrons, Madame la Ministre, ce qu'il en sera. En tout état de cause, il est bien évident que le maintien à 100% de la tarification à l'activité est véritablement l'arrêt de mort des hôpitaux publics. Quatrièmement, le refus de cette énième réforme de la gouvernance Quatrièmement, le refus de cette énième réforme de la gouvernance qui calque la gestion des hôpitaux sur celle des établissements privés autour d'un patron appelé avant tout à être un gestionnaire financier aux ordres de l'État, sans véritable association des équipes soignantes et en négligeant le rôle des élus locaux. Sur ce premier volet du texte, la CMP n'a pas permis d'inverser la tendance, au contraire. Elle est même revenue sur 2 points essentiels adoptés par le Sénat. Elle a d'abord fait marche arrière sur la présidence du conseil de surveillance des établissements. Après d'âpres débats avec le gouvernement, le Sénat avait voté un amendement de notre collègue Jean-Pierre Chevènement qui permettait de confier cette présidence à un élu local, traduisant ainsi son attachement traditionnel au pouvoir des collectivités territoriales. Mais la CMP a décidé de revenir au texte initial et de permettre de confier cette présidence à une personnalité qualifiée nommée par le représentant de l'État, soit le directeur de l'ARS ou le préfet. Nous l'avons déjà dit, selon nous, l'absence de fondement démocratique à la nomination des personnalités qualifiées ne leur permet pas de se substituer à des élus pour la présidence du conseil de surveillance. Nous ne comprenons pas cette défiance envers les élus, si ce n'est pour renforcer la tutelle, déjà très stricte, mise en place par le texte. Ouvrir un processus de concurrence électorale au sein des conseils de surveillance nous semble périlleux pour l'avenir, Madame la Ministre. Elle a ensuite, la CMP, considérablement affaibli la portée du dispositif de non-concurrence que le Sénat avait introduit au profit du secteur hospitalier. Certes, l'article n'a pas été simplement et purement supprimé, comme vous en aviez l'intention initiale, Monsieur le rapporteur. C'est à vous que je m'adresse, pas Madame la Ministre. Mais l'adoption d'un amendement, entre guillemets, Leonetti, ajoutant un délai de 5 ans à la date d'obtention du statut de praticien hospitalier rend de facto cette clause de non-concurrence quasiment inapplicable. C'est particulièrement dommage alors que le secteur privé, lui, sait parfaitement faire jouer ce type de clause. Là encore, vous mettez les hôpitaux publics en déséquilibre de concurrence avec le secteur privé. S'agissant de la médecine de ville, comment ne pas voir et dénoncer le contenu notoirement insuffisant des dispositions prévues par rapport à l'objectif fondamental qui doit être celui de l'égal accès aux soins. C'est pourquoi nous avons insisté sur une triple nécessité. D'abord, améliorer la répartition des médecins sur le territoire. Le problème est urgent, mais le texte renvoie la solution à plus tard. La régionalisation du numerus clausus ne produira aucun effet avant une dizaine d'années, si tant est que ça puisse produire un effet. Quant au contrat de santé solidarité, il ne pourra pas s'appliquer avant 2013. Nous en sommes persuadés. Il est aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin et de freiner les installations dans les zones excédentaires. Je l'ai déjà dit, je le redis, sans drame, d'autres professions, comme les infirmières ou infirmiers, ont montré l'exemple dans une démarche conventionnelle, en subordonnant dans les zones trop denses les installations au départ. Ce n'est pas dramatique. Aujourd'hui, les médecins ne peuvent pas rester à l'écart d'une réflexion. Une régulation est indispensable. Vous aviez l'intention de bouger à un moment donné, Madame la Ministre, au tout début du texte. Malheureusement, vous avez dû renoncer à cette intention qui était, à notre avis, tout à fait juste. Il faut
absolument que les médecins comprennent qu'ils ne peuvent pas camper sur un refus total d'aménagement du droit d'installation. Ensuite, lutter contre le refus de soins. Aujourd'hui en France, des citoyens ne peuvent plus se soigner en raison de leur appartenance sociale. Ces discriminations vont à l'encontre des préceptes fondateurs de la République. Et pourtant, il ne reste rien des mesures initialement prévues pour protéger les usagers contre ces refus de soins. Renversement de la charge de la preuve, testing, aggravation des sanctions, rien n'a trouvé grâce aux yeux de la majorité qui a choisi de privilégier l'intérêt des médecins plutôt que celui des patients. L'idée émise à l'instant même par mon collègue Guy Fischer d'un débat sur ce sujet lors du PLFSS me semble, vu l'urgence de la situation, tout à fait pertinent. Et enfin, mettre un frein au dépassement d'honoraires qui exclut de plus en plus de concitoyens de l'accès aux soins. Sans mesure ni contrôle, ces derniers relèvent du mercantilisme médical. Rien ne justifie qu'ils échappent à un encadrement. Mais pourtant, une fois de plus, le gouvernement a refusé de traiter ce sujet. La CMP a quand même permis l'adoption d'un amendement qui invite les partenaires conventionnels à négocier d'ici le 15 octobre prochain les modalités de mise en œuvre d'un secteur optionnel censé permettre une pratique encadrée des dépassements d'honoraires. Sinon, le gouvernement sera autorisé à procéder par arrêté. Eh bien, il eût été mieux, me semble-t-il, que nous en débattions et que nous votions dans le cadre de ce texte. Parce que le problème se pose depuis tellement longtemps que je ne vois pas pourquoi on renvoie à une énième concertation dont on préjuge déjà le résultat, mes chers collègues. Oui, mais le résultat, nous verrons. Mais c'est prévu. C'est un minimum. Donc ce qui a été mis dans le texte, je pense que c'est un placebo, c'est ça, en matière médicale. Même si nous doutons de cette efficacité réelle, cela fait 5 ans que le dossier est bloqué et malgré nos demandes réitérées, le gouvernement a toujours refusé d'agir. S'agissant de l'organisation et du pilotage territorial, nous regrettons une occasion manquée. La création des agences régionales de santé aurait pu être une véritable innovation permettant de décloisonner notre système de santé en rapprochant la médecine de ville de la médecine hospitalière pour une plus grande efficacité. Au départ, c'était même une idée qui faisait consensus. Mais en fait, Madame la Ministre, vous avez conçu ces ARS comme des superstructures technocratiques qui s'inscrivent dans une logique d'étatisation et consacrent l'avènement de véritables préfets sanitaires. Je ne vais pas reprendre la formule que j'avais employée dans cet hémicycle et qui avait fait bondir un peu mon collègue Guy Fischer. Je ne voudrais pas le fâcher une seconde fois. Voilà. Ne laissons pas embarquer avec du temps supplémentaire, Monsieur le Président. Oui, j'arrive, Monsieur le Président. Alors, donc, je vous disais qu'une véritable innovation permettant de décloisonner notre système de santé en reprochant à la médecine de ville de la médecine hospitalière pour une plus grande efficacité. Mais en fait, Madame la Ministre, vous avez conçu, comme je viens de vous le dire, une superstructure technocratique. C'est une logique d'étatisation, je viens de le dire, qui consacre l'avènement de préfets sanitaires, il faut le répéter. En effet, un pouvoir sans partage est accordé au directeur de l'ARS, en même temps qu'est renforcée la chaîne de responsabilité exécutive contrôlée par l'État, et que sont affaiblis ou isolés les intérêts locaux et les acteurs territoriaux. La régionalisation est simplement mise au service d'une recentralisation dont l'objectif principal est la maîtrise des dépenses de santé. Je ne parlerai pas longtemps du volet santé du texte, tant son contenu nous semble à la fois véritablement insuffisant et totalement incohérent. En témoigne la controverse sur l'alcool, qui aura encore une fois animé les débats. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, une prochaine loi de santé publique. Nous l'attendons avec impatience. Bref, et je vais conclure, Monsieur le Président, on est loin de l'objectif initial du texte qui entendait moderniser notre système de santé, mais qui finalement nous propose une vision cloisonnée et étriquée alors que s'imposait une réforme globale, accompagnée d'investissements structurels majeurs. Progressivement, les objectifs économiques prennent le pas sur les enjeux de santé publique et d'égalité d'accès aux soins et rendent un peu plus inéluctable l'avènement d'une médecine à 2 vitesses. Ce choix politique allié à la perspective de 20 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale que nous enregistrerons à la fin de l'année et 30 milliards annoncés par Monsieur le ministre du Budget pour 2010 risque fort d'accentuer cette rupture fondamentale. À n'en pas douter, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale sera décisif pour la sauvegarde de notre système de protection. En attendant ce futur débat, le groupe socialiste vous fera connaître son vote par la voix de mon collègue Bernard Cazeau. Même si certains de nos amendements ont été adoptés, ils ne peuvent changer l'orientation négative de cette réforme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Godefroy. Nous allons entendre maintenant Monsieur Bernard Cazeau, toujours pour le groupe socialiste.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la loi Hôpital ne restera pas dans les annales, sinon pour les remous qu'elle a provoqués au sein du monde de la santé. Je n'ai pas connaissance, Madame la Ministre, d'une seule catégorie d'acteurs de la santé qui se soit réjouie de l'élaboration et des mesures de ce texte. Ce texte qui aura battu des records d'impopularité et qui est déjà décrié avant d'être appliqué. Il faut comprendre, non, ni vous-même, Madame la Ministre, excusez-moi, mais je suis bien obligé de vous répondre de temps en temps, puisque vous m'interrompez. Il faut comprendre le sentiment d'humiliation de ces praticiens hospitaliers qu'on a tout d'un coup soupçonnés de contribuer à la mauvaise gestion de l'hôpital, alors qu'ils en sont les piliers et qu'ils portent haut, vous le savez bien, pour un certain nombre d'entre eux, les couleurs de la médecine française dans le monde. Il faut mesurer le scepticisme des médecins libéraux qui voient dans vos propositions une hyper-administration de leur activité et peu de solutions, il faut bien le dire, à leurs difficultés. Peu de solutions à leurs difficultés. Il vous faut entendre l'inquiétude des personnels hospitaliers que l'on se propose de réorganiser sans ménagement pour transférer leurs missions à d'autres opérateurs. Il vous faut admettre que les usagers du système de soins sentent que notre système se délite peu à peu en tendant à substituer la carte de crédit à la carte vitale. Il faut écouter enfin les attentes des élus locaux qui n'ont pas envie que se créent demain des déserts sanitaires, abandonnés des professions libérales de santé et des pouvoirs publics. Faute d'avoir fondé votre approche sur ces problèmes essentiels, vous avez produit une loi partielle et détachée des enjeux du moment. En un mot, vous avez renoncé, je vous l'avais dit dans mon intervention lors du texte, vous avez renoncé au grand texte d'orientation, de financement et d'organisation dont le système de santé français a tant besoin, pour ne traiter qu'une partie du sujet, le volet administratif de l'organisation des soins. Oui, Madame la Ministre, nous attendions une loi ambitieuse, ouvrant la voie du renforcement et de la pérennité de notre système de soins. Et nous obtenons en retour un texte bancal qui réorganise l'administration de la santé et règle quelques questions subalternes, et dans lequel les vrais problèmes ne sont bien souvent qu'effleurés et pas réellement traités. Les parlementaires des deux chambres, d'ailleurs, l'ont bien compris, puisqu'ils ont multiplié par 3 le nombre d'articles que compte la loi, malgré les promesses de futurs textes relatifs au financement. Certes, c'est exact puisque le PLFSS est obligatoire, mais relatifs à la santé publique et à la santé mentale, quid et quand? En effet, à quoi sommes-nous parvenus au terme de 6 mois de travaux et de controverses? En matière de gouvernement de l'hôpital public, le Sénat a su faire preuve d'écoute des acteurs de la santé et vous avez fait, certes à contre-cœur, dans un certain nombre de cas, machines arrière, mais je vois que vous y revenez, même au dernier moment, à travers un dernier amendement à l'article 6. Le gouvernement est en effet revenu sur ses intentions les plus caricaturales, qui calquaient le fonctionnement de l'hôpital sur un modèle militaire. De la même façon, le caractère facultatif de l'adhésion à une communauté hospitalière de territoire apparaît comme une bonne modification, soucieuse de préserver la liberté de gestion des établissements hospitaliers, même si nous ne sommes pas dupes des moyens de pression à la disposition de la future ARS dans ce domaine. Mais les menues concessions que l'on recense restent bien dérisoires face aux grands enjeux que ce texte a soulevés. D'abord, concernant la garantie des moyens et du champ d'intervention de l'hôpital public. Rien n'est venu entraver la généralisation des missions de service public au privé lucratif, qui constitue à nos yeux une régression discutable. Il n'y a plus de domaine réservé des financements publics. Il y avait des accréditations au privé, des possibilités de subvention, il y aura désormais le financement intégral des services médicaux.
Nous savons ce que cela cache. Vous vous dotez là d'un outil juridique qui permettra de perfuser la partie la moins rentable de l'activité des établissements privés. Cela porte un nom, Madame la Ministre, la socialisation des pertes. Les cliniques françaises perdent en rentabilité et attendent un coup de pouce de la collectivité. Par le biais du contrat de service public, elles l'auront, mais pendant ce temps-là, les profits, eux, resteront privés. Le mélange des genres entre secteur privé lucratif et argent public n'annonce, selon nous, rien de bon. Concernant l'accès aux soins, le texte est une déception. En matière de démographie médicale, les mesures sont renvoyées à plus tard. Le numerus clausus régionalisé mettra beaucoup de temps à produire ses effets. La mesure coercitive du contrat santé-solidarité est renvoyée à l'après 2012. Le contrat d'engagement de service public en contrepartie d'une bourse universitaire produira ses effets sous 10 ans. Quant aux autres mesures incitatives, elles existent déjà. Sur la question des discriminations, dans l'accès aux soins, votre position frôle l'hypocrisie. En refusant l'usage encadré du testing, vous continuez de considérer que ce problème n'en est pas un. Curieuse posture. La discrimination est réprouvée dans les mots, mais ne peut être testée dans les faits. C'est un peu comme de définir des limitations de vitesse sans contrôle des excès potentiels. À quoi bon se draper dans des principes protecteurs si aucun moyen n'est mis en place pour évaluer leur application? Le testing est aux yeux de certains une suspicion, nous y voyons plutôt une dissuasion. Enfin, sur les dépassements d'honoraires, c'est le mutisme le plus complet. Renvoyé à une négociation ultérieure entre les professionnels de santé et l'assurance maladie, la question est pour ainsi dire balayée d'un revers de main. Même les parlementaires de votre majorité ont dû se rendre à l'évidence. Une véritable chape de plomb caractérise la position du gouvernement sur ce point. Nous connaissons vos raisons. Nous savons qui est à votre oreille. Je vous pose cependant la question. A-t-on encore le droit, en République, de contrarier quelques intérêts privés ou bien l'argent libre est-il devenu la mesure de toute chose? Un mot enfin du titre 4 et de l'avènement de l'ARS qui s'annonce difficile. Par sagesse, il est question de reporter la mise en œuvre définitive de cette gigantesque administration en juillet 2010. Quel aveu d'impréparation! On découvre soudainement que la fusion d'administrations différentes les unes dans les autres ne va pas de soi, qu'il faudra examiner les conditions d'évolution des agents. Bref, on découvre qu'il existe un statut de la fonction publique. Vous venez de suivre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire. Pour revoir cette séance, notre site internet publicsénat.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Public Sénat.